Pour moi, c'est ça la recherche. Le but est de faire progresser l'humanité et de la connaissance de l'humanité en général. Dimanche 21 mars 2021, j'ai interviewé Benjamin Clément, chercheur en technologie éducative à l'INRIA. Je connais bien Benjamin, nous avons fait notre école d'ingénieur ensemble. Mais dans cette interview, j'ai été marqué par sa finesse d'analyse ainsi que par sa prise de recul quant au monde de la recherche. Nous avons passé 1h30 ensemble, en direct, où il m'a expliqué son monde et a partagé ses ressentis. Prêt à comprendre la vie de chercheur ? Première question. Qui es-tu et quel a été ton parcours avant d'arriver à ton métier actuel ? Comme a dit Antoine, je m'appelle Benjamin Clément. Donc j'ai fait une école d'ingénieur en cognitique, donc orientée autour de l'intelligence artificielle, les interactions homme-machine et ce genre de thématiques. Et en troisième année, donc d'école d'ingénieur, j'ai fait mon stage dans un laboratoire de recherche qui est le laboratoire dans lequel je suis toujours, qui est donc l'INRIA de Bordeaux, sur la thématique donc de l'utilisation d'intelligence artificielle au sein de technologies éducatives. Et voilà, c'est toujours mathématiques de recherche et je travaille toujours là-dessus. Car c'est une thématique que je trouve très intéressante et très importante pour l'avenir. Tu nous parles de méthode éducative. De technologie éducative. Technologie éducative. Okay. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors concrètement, quand je parle de technologie éducative, c'est un terme à moi. Il y a plein de termes au sein de la littérature qui sont consacrés à ça. On peut parler donc d'ITS pour Intelligent Tutoring System. Okay. Donc en français, ça donnerait système de tuteur intelligent. Ou en français, il y a aussi le terme utilisé qui est EIH, dont je ne connais plus la nomenclature exacte. Ce sont donc des systèmes, des logiciels qui sont utilisés et qui sont développés afin de pouvoir permettre à des étudiants, enfin des élèves, des étudiants, d'apprendre des notions, d'apprendre des compétences, d'apprendre des savoirs, de manière optimisée, c'est-à-dire en utilisant l'état actuel des recherches, à la fois en éducation, mais également en intelligence artificielle, également sur tout ce qui est donc interface, donc d'exploiter tous ces domaines de recherche afin de proposer des systèmes pour permettre à des apprenants d'apprendre le mieux possible sur des systèmes variés. Et donc, mon domaine de recherche particulièrement, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle afin de personnaliser des parcours pédagogiques. Donc, c'est-à-dire l'idée, c'est si on a différentes activités que l'on veut proposer à un élève pour, imaginons, lui apprendre l'addition, les soustractions, les multiplications, etc. On a tout un ensemble d'exercices qu'on peut proposer avec différents niveaux de difficulté, avec différentes formes, différentes manières de proposer les problèmes. Et donc le but va être de trouver quel va être le prochain exercice à proposer afin que l'élève apprenne le mieux. Et ainsi de suite, de proposer les exercices, ainsi de suite, pour faire en sorte qu'un apprenant apprenne le mieux possible. J'ai plusieurs questions. Donc déjà, tu as parlé d'élèves et d'apprenants. Oui. Moi, quand je pense à élèves, je pense à jeunes, enfants ou adolescents. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu as une cible particulière ou est-ce que ça peut être n'importe qui? Comment ça se passe? Alors moi non, c'est pour ça qu'en fait je suis reparti sur le terme d'apprenant. Ouais. Parce qu'en fait élève souvent ça va plutôt être pour l'école, ouais. Alors qu'en fait en soi les systèmes qu'on développe ça peut être pour chacun à la maison en fait. Ouais. Par exemple ça peut être quelqu'un qui a envie d'apprendre tout seul quelque chose. Et donc il peut aller par exemple aujourd'hui on a tout ce qui est les MOOC, que tu dois connaître. Ouais. Donc les MOOC font partie des STI et du domaine des systèmes tuteurs intelligents et des technologies éducatives en fait. Les Serious Games aussi. Donc tout ça en fait ça fait partie de ce qu'on appelle un peu de ce que moi j'appelle les technologies éducatives. Et donc moi ce sur quoi moi je travaille actuellement en fait c'est appliqué. Donc le domaine d'application actuellement c'est des élèves à l'école. Mais ça pourrait être tout à fait utilisé pour des gens à la maison. En fait, pour moi, la notion de recherche, c'est quelque chose qui est très vague. Mm-hmm. J'ai en tête la notion de recherche et je sais, j'ai l'impression qu'en fait, toi, tu crées quelque chose qui puisse être utilisé derrière. Et moi, dans mon esprit, la recherche, c'est un peu sur de l'invention, sur des choses qui sont... tu vois, c'est un peu naïf, hein, mais où ça n'a pas forcément une utilisation directe. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, par rapport à ça ? Alors, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que dans beaucoup de domaines, en fait, la recherche est très théorique et très fondamentale.
Et donc en fait, il y a plusieurs types de recherche. Tu as la recherche fondamentale et tu as la recherche appliquée, typiquement. Donc l'idée donc l'un des domaines entre guillemets de recherche fondamentale qui est les plus abstraits et que les gens par exemple s'imaginent beaucoup, c'est par exemple l'astrophysique ou les mathématiques fondamentales, etc. Et où en fait, si on n'est pas du domaine, c'est très compliqué de se raccrocher à ça. Okay. Mais en fait, aujourd'hui, la recherche, c'est un peu dans tous les domaines en fait. Il y a de la recherche en marketing, il y a de la recherche en design, il y a de la recherche voilà, donc en intelligence artificielle particulièrement. En fait, il y a de la recherche dans, je pense, tous les domaines. En art, il y a aussi de la recherche en art. Et donc, en fait, la recherche, c'est plus une démarche qu'un domaine, en fait. Quand je parle de recherche, en tout cas, on parle d'une démarche, et donc qui est dans mon cas la démarche scientifique. Et en science, donc le but de la recherche est de découvrir des nouveaux savoirs ou des nouvelles connaissances ou des nouveaux faits. Donc de les découvrir, de les vérifier, donc d'émettre des hypothèses vis-à-vis de ces nouveaux faits, de ces nouveaux savoirs, d'éprouver ces hypothèses au travers d'expériences. Donc on met en place des expériences avec des protocoles afin de vérifier ces hypothèses. Et si l'hypothèse est vérifiée, alors on amène une nouvelle brique du savoir à, entre guillemets, la montagne de connaissances de l'humanité qui est aujourd'hui construite depuis maintenant des millénaires grâce à l'invention de l'écriture. Pour moi, c'est ça la recherche. Le but est de faire progresser l'humanité et de la connaissance de l'humanité en général. Okay. La recherche publique, évidemment. On ne parle pas de recherche industrielle ou de recherche privée, hein, où le but c'est faire l'argent. Je vois l'idée. Alors là, tu nous as parlé de recherche. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque du coup, si on va être plus sur ton métier, le métier de chercheur? Du coup, le métier de chercheur, c'est donc celui qui produit cette recherche, celui qui fait cette recherche et qui va donc produire ce savoir, en fait. On est vraiment au cœur de la création de nouveaux savoirs. Ça englobe énormément de différents process. Et il y a déjà connaître le domaine dans lequel on veut faire de la recherche, puisque si on ne connaît pas le domaine, en fait, on ne peut pas savoir se positionner, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a à découvrir, en fait. Puisque si on se dit « Ah, je vais rechercher là-dedans », mais qu'on n'a pas fait de recherche préalable pour savoir qu'est-ce qui existe déjà, on peut soit retrouver des choses qui ont déjà été trouvées, soit tenter des choses qui ont déjà été tentées et qui ne sont pas révélées pertinents, ou en tout cas, voilà. Donc, premier point, ça c'est très important. Ensuite, une fois qu'on connaît donc le domaine dans lequel on va faire de la recherche et qu'on a pris connaissance de l'état, donc on appelle de l'état de l'art d'un domaine, on va ensuite poser des hypothèses vis-à-vis de ce domaine. Une hypothèse, ça va être, par exemple, tel algorithme utilisé dans telle application va permettre aux élèves de mieux apprendre. Voilà, une hypothèse classique. Et ensuite, il va falloir mettre en place un protocole expérimental afin donc de valider ou d'invalider cette hypothèse. Donc pour ça, ça veut dire donc un protocole expérimental, on va concevoir une expérience dans laquelle on va devoir mettre en place des mesures afin donc de mesurer ce qu'on veut savoir. Donc typiquement, dans mon cas, on va vouloir mesurer l'apprentissage des utilisateurs de l'application, par exemple. Donc on va devoir faire ensuite de la passation d'expérimentation. Donc moi, c'est un peu particulier parce que je travaille donc dans la recherche avec des humains, donc c'est des protocoles particuliers. On va pas travailler de la même manière dans mon domaine de recherche que dans des domaines, par exemple, purement informatiques, où tout se passe sur ordinateur et où donc les expériences n'ont pas les contraintes, en fait, du travail avec des humains, etc. Donc, une fois qu'on a créé le protocole, on fait les passations d'expérimentation, donc les sujets, ce qu'on appelle donc les sujets expérimentaux, passent les expériences, on fait les mesures. À la fin des expériences, on va donc prendre toute la donnée qui a été créée, la traiter, l'analyser, et voir si donc l'hypothèse est validée ou pas. Est-ce que mes sujets ont appris ou pas, ou en tout cas ont plus appris. Donc en général, on a aussi ce qu'on appelle une condition de contrôle, qui permet en fait de valider la condition, l'hypothèse qu'on veut valider ou invalider. Donc voilà. Et une fois qu'on a fait ces mesures, une fois qu'on a le résultat, la dernière partie du travail de chercheur est donc de publier ce résultat, qui est une partie très importante, car si on fait de la recherche mais qu'on le dit à personne, ça sert pas à grand chose. Si on découvre quelque chose de nouveau et que personne n'est au courant, on perd un peu l'intérêt de la démarche initiale. Et donc ça se fait comment? Ça se fait en écrivant donc des articles scientifiques dans des revues, dans des conférences, qui vont donc décrire les protocoles expérimentaux qu'on a fait et les résultats qu'on a pu obtenir. Ça, c'est un peu tout le process du travail du chercheur, peut-être un peu simplifié, mais voilà, dans l'idée. D'abord, connaître le domaine.
poser des hypothèses, Tout à fait. faire le protocole, Tout à fait. faire passer les expériences, Tout à fait. les décrire, enfin Analyser les les résultats. analyser, Dépouiller. On peut dire dépouiller les résultats. Ouais. Voilà. Dépouiller et puis publier. Et puis publier. Tout à fait. Ce sont toutes les grandes étapes qu'un chercheur doit faire durant son travail. Vous dites que pour toi, la recherche, ça permet d'apporter de la connaissance à l'humanité. Tout à fait. C'est donc la recherche publique. Tout à fait. Donc toi, tu fais de la recherche publique. Tout à fait. Je fais de la recherche publique. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences de la recherche publique et de la recherche privée? Alors aujourd'hui, de toute façon, il y a énormément de toute façon aujourd'hui de recherche publique qui est financée par des fonds privés. Ouais. Qui vont du coup être exploités évidemment par des entreprises, etc. Ce qui n'est pas un mal en soi, loin de là de ce que je veux dire, mais c'est par contre ce qu'on va appeler par exemple la recherche et développement en entreprise, ne va pas avoir la même vocation que la recherche publique, qui a donc pour vocation de faire des expériences, développer, publier. La recherche dans le privé va potentiellement faire beaucoup moins d'étapes. Déjà, l'étape d'état de l'art ne sera pas fait de la même manière. Ça va plutôt être un état de l'art sur qu'est-ce qui est déjà fait en entreprise. Donc ça va être une analyse de brevets, ça va être une analyse de ce genre de choses. Et ensuite, le but, ça va être pour développer des produits. Soit des technologies, soit des nouveaux savoirs, soit des nouveaux savoir-faire, mais qui ont pour vocation de, in fine, d'être commercialisés. Okay. Contrairement à la recherche publique, où le but est vraiment de créer du savoir. C'est-à-dire que l'idée, alors c'est de moins en moins vrai, quand on devient chercheur, donc c'est-à-dire quand on devient employé, fonctionnaire, chercheur, on a une certaine liberté dans les sujets qu'on veut aborder, normalement. Même si, entre guillemets, justement, ils n'auront pas d'utilité commerciale. Ils ne pourront pas faire d'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins vrai aujourd'hui, comme dans énormément de choses publiques, comme l'hôpital, comme énormément de domaines publics. On commence de plus en plus à avoir des contraintes de rentabilité. Ouais. En recherche, donc c'est-à-dire que la recherche va être orientée par qu'est-ce qui, in fine, permettra de générer de l'argent, qu'est-ce qui permettra d'être commercialisé. Que surtout, la recherche privée n'amène pas forcément à des publications accessibles à tous. C'est-à-dire que, okay. Ou en tout cas, pas de suite. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend dans le domaine de l'intelligence artificielle, Google, aujourd'hui, est un acteur énorme de l'évolution des technologies et de l'intelligence artificielle, et ils font en fait énormément de recherches dans ce domaine-là via une de leurs entreprises qui s'appelle DeepMind, qu'ils ont acheté. Donc DeepMind aujourd'hui est un des plus gros acteurs du domaine de l'intelligence artificielle, et ils vont en général pas publier leurs résultats tout de suite. Ils vont attendre un certain temps, potentiellement pas tout publier d'ailleurs, publier que certains résultats, et pas forcément de manière très claire. Donc voilà. Donc c'est la différence avec la recherche publique où il y a quand même une volonté de faire en sorte que ce soit reproductible. Donc ça aujourd'hui c'est devenu une question qui est très importante dans la recherche. C'est-à-dire que les résultats qu'on montre, donc entre guillemets voilà, on dit qu'on a trouvé quelque chose, et ben le but c'est que les gens puissent reproduire ces résultats, donc pouvoir refaire les expériences, etc. Si le but c'est d'apporter du savoir en plus, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence entre les différents pays et que toi en fait finalement la recherche publique c'est un peu mondial? Bah moi j'aimerais bien, oui. Moi j'aimerais bien le voir comme ça. Moi au sein de mon laboratoire par exemple, je me rends pas très compte. Après je suis pas directeur de mon laboratoire, ouais. Évidemment. Je suis un petit entre guillemets. Ouais. Je suis encore celui qui justement crée les nouveaux savoirs. Je fais pas encore politique, voilà, ouais, parce que au bout d'un certain temps il y a quand même des questions politiques qui rentrent en jeu. D'accord. Typiquement pour avoir des financements dans la recherche. Okay. Et ben voilà, c'est parce que donc en fait aujourd'hui la recherche c'est quand même une très grosse course au financement, c'est-à-dire que voilà, entre les laboratoires, etc. Qui est-ce qui va décrocher tel financement pour une thèse, tel financement pour un postdoc. Donc, un postdoc, ce sont des postes qui sont pourvus par des gens qui viennent d'avoir leur thèse ou il n'y a pas longtemps, qui ont déjà fait peut-être 1 ou 2 postdocs. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'en général, ce sont des postes qui vont permettre de préparer en fait sa carrière de chercheur en travaillant dans d'autres laboratoires que le laboratoire dans lequel on a fait sa thèse. Donc la thèse qui est la pierre angulaire donc, du chercheur, puisque c'est ce qui va permettre de lancer sa carrière. D'accord. C'est le doctorat. Okay. C'est ce qu'on appelle communément le doctorat. Bac plus 8. En effet, il y a quand même, je pense, des enjeux politiques énormes d'un point de vue de la recherche, donc d'un point de vue international. Il y a de la concurrence aujourd'hui d'ailleurs. Je pense qu'on a vu, enfin, il y a eu des choses sur le fait que le gouvernement a annoncé des financements pour la recherche en intelligence artificielle, la recherche dans certains domaines, pour devenir pour essayer de se positionner très vite en tant que leader dans ces domaines-là,
car en fait, toutes les découvertes créées par la recherche publique, s'il y a des choses qui sont exploitables d'un point de vue commercial, ça le sera. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche publique qui crée va être exploitée par les entreprises françaises, par exemple. Aussi potentiellement par d'autres entreprises, mais vu que les entreprises peuvent directement contacter les laboratoires pour essayer de travailler avec eux, voilà, il peut que quoi qu'il arrive y avoir des accords. Typiquement, moi, ce que j'ai fait pendant le travail que j'ai fait pendant ma thèse et pendant les années où j'étais à mon laboratoire, aujourd'hui, on fait du transfert pour que ça soit utilisé dans un projet national avec donc plein d'entreprises pour créer une plateforme pour les écoles. Et donc, on travaille en lien, voilà, étroit avec des entreprises. Et donc, voilà, c'est ce qu'il faut. Hein. Le but, c'est quand même que ce qu'on crée comme produit soit exploité. Mais ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que c'est issu des contribuables. Hein, donc. Et donc, c'est important que si des entreprises exploitent ce qui est créé par la recherche, faut pas oublier que voilà, c'est pour ça qu'ils payent des impôts. C'est important de le savoir. Donc, ce que je comprends, c'est que la recherche publique n'empêche pas d'être exploitée par des entreprises derrière. Et va l'être si il y a des potentiels commerciaux et des potentiels. Voilà, s'il y a, comme on peut le dire, un marché, voilà, ce sera exploité. Ok. Et ça, c'est de vocation aussi. Puisque si jamais on crée juste du savoir qui n'est pas utilisé, ben, il va pas servir au final à l'humanité. Il faut quand même que... Et le but des chercheurs n'est pas d'exploiter le savoir qui a été créé. Le but des chercheurs n'est que de créer ce savoir. D'accord. D'ailleurs, l'exploitation, c'est justement les entreprises, les entrepreneurs, etc. C'est à eux de faire ça. Ok. Donc là, en fait, ce que je te propose, c'est de rentrer un petit peu plus, toi, dans tes expériences. Donc, de pouvoir, en fait, me parler un peu de tes émotions par rapport à ce que tu as déjà vécu. Toi, dans ton métier, dans ton activité, quel serait pour toi un moment de grande joie, en tout cas de grande satisfaction, que tu as pu vivre, si tu dois en donner un? La soutenance de thèse. Soutenance de thèse. C'est quand même, voilà, après, c'est quand même dans la carrière d'un chercheur, c'est un des moments très importants puisque c'est un peu l'un des moments fondateurs quand même. Ouais. C'est le moment où on va être reconnu en tant que chercheur. Donc une thèse, c'est 3 ans de travail sur une thématique. On écrit un manuscrit sur cette thèse. Donc moi, par exemple, ce manuscrit faisait à peu près 100 pages, dont le but est de décrire donc le travail, tous les protocoles qu'on a pu mettre en place, toutes les expérimentations qu'on a fait, comment ce travail se place vis-à-vis de la littérature et donc vis-à-vis des autres au sein de ce domaine. Et donc la soutenance ensuite, c'est un travail donc formel où on a un jury devant lequel on passe, devant lequel on fait une présentation de 45 minutes, donc pour exposer le travail qu'on a fait, et avec ensuite un temps de questions, entre guillemets pas illimité, mais il n'y a pas de limite de temps spécialement. Donc le nombre de questions dépend de l'intérêt du jury. Donc moi par exemple, ils m'ont cuisiné pendant à peu près 2h30, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais. Donc c'était assez long. Voilà, ils ont fait quelques tours de table, mais c'est bien parce que ça montre qu'ils sont intéressés, ça montre, en général, en fait, avoir beaucoup de questions, c'est souvent une bonne chose, en fait. Ouais. En tout cas, dans mon domaine. Et ensuite, bien évidemment, le jury donne ses réponses, donc on est docteur, et voilà, c'est super, c'est la fête, voilà. Et donc, quand même, c'est beaucoup d'émotions parce que, le travail d'écriture du manuscrit prend plusieurs mois, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, voilà. Donc, c'est un des moments où on a beaucoup de joie, quoi. À quel moment ça t'a marqué? Est-ce que c'était quand tu le passais? Est-ce que c'est au résultat? C'est quoi le moment? Alors, il y a plusieurs moments. Il y a le tout début. Ouais. Le stress de se lancer, évidemment, lorsque voilà, on part. Donc, le tout début. Pendant les questions, il y a plusieurs moments aussi qui sont assez forts en émotion, puisque... Alors, j'ai basé mon oral en anglais. Plus, donc ce qui est pas mal en métal, donc qui donne en plus un peu plus de stress. Mais donc il y a des questions qui étaient très intéressantes et donc moi ça m'a marqué aussi parce que les questions intéressantes c'est des choses qui m'intéressent énormément, donc ça marque aussi. Et puis bien évidemment le moment où on a des bouchées de champagne quand ils ont dit que j'étais docteur. D'accord. Effectivement à la fin quand ils te disent félicitations, vous êtes docteur, c'est voilà. C'est à l'issue des 2h30 de questions qu'ils te disent ça? À l'issue des 2h30 de questions, on sort de la salle, le jury délibère, délibération du jury pendant plusieurs minutes. D'accord. Où ils se disent bon est-ce que c'était bien, est-ce que c'est pas bien. Bon en général, ça arrive très rarement que quelqu'un passe sa soutenance et qu'on lui dise non. C'est-à-dire que normalement, vu qu'on a un directeur de thèse, c'est pas une thèse, il y a un encadrant et en général on passe pas cette soutenance si entre guillemets on n'est pas prêt. D'accord. Est-ce que c'est toi qui choisis le sujet? Ça dépend. Alors, est-ce que tu choisis le sujet? Alors, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où un laboratoire émet un sujet, donc on poste comme une offre d'emploi, exactement pareil.
avec un sujet de thèse, et auquel cas les candidats peuvent répondre à ce sujet, il y aura des entretiens, et donc le ou les directeurs de thèse choisissent le candidat. Et après, il y a des candidats qui peuvent avoir ce qu'on appelle des bourses blanches ou bourses ministérielles. Donc à la fin de leurs études, par exemple à Polytechnique ou à l'École normale supérieure, on peut avoir donc des bourses, et donc là, le candidat peut émettre son propre sujet, et donc chercher des laboratoires qui voudront le prendre pour travailler sur la thématique. D'accord. Donc en général, c'est assez simple, puisque en fait, avec la bourse, le candidat vient avec, entre guillemets, son argent. Donc le laboratoire n'a rien à débourser. Donc il n'y a pas de question de financement, justement, dans ces cas-là. Et donc dans ces cas-là, le candidat est libre, tout à fait, de faire un peu, entre guillemets, ce qu'il veut. Après, évidemment, il y a du retravail, du recadrage, par les encadrants potentiels de thèse, par les directeurs de thèse. En gros, il y a soit les laboratoires qui ont un sujet et tu t'inscris dedans, soit c'est toi qui amènes ton sujet. Tout à fait. Toi, t'étais dans quel cas? Dans le premier cas. Le laboratoire. Tout à fait. C'est donc, comme je disais, celui où j'ai fait mon stage de fin d'études. Ouais, bien sûr. Et donc, c'était en fait dans la prolongation de mon sujet de stage. J'ai continué, voilà, on a un peu construit le sujet ensemble, mais c'était sur la thématique sur laquelle je travaillais déjà, etc. Mariana qui nous demande la bourse, tu l'obtiens comment? Comment? Alors, pour les gens de Polytechnique et de NS, c'est directement lié à leurs écoles, je crois. Enfin, ils ont des demandes en interne pour s'ils veulent faire une thèse qui leur permettent de faire les demandes. En général, ils les ont. Quand bon, c'est toujours bien sûr en fonction des résultats, etc. Hein. Mais la plupart de ceux que je connais ont eu leur bourse. Sinon, après, en fait, il y a aussi des bourses régionales, je crois, et départementales, sur lesquelles il faut candidater. Donc, par exemple, en fin de master, si tu veux faire une thèse, tu peux trouver des directeurs de laboratoire, des choses comme ça, qui vont te orienter les gens pour avoir les bourses. Alors, entre guillemets, là, en fait, il faut prévoir le sujet à l'avance. Okay. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, créer le sujet avec un directeur, et tu vas postuler en tant que candidat avec quand même le sujet que tu voudras, mais il faut que, je crois, quand même, il y a un encadrant, ou en tout cas, quelqu'un qui supporte le sujet. Alors, on va revenir sur notre partie émotion. Donc, c'est quoi un gros moment de flip que t'aies pu avoir? Je pense que le plus gros moment de flip que j'ai pu avoir, c'était donc au moment où je faisais passer des expériences donc dans des écoles, dans des classes, dans lesquelles je faisais donc jouer des enfants sur les tablettes, auxquelles donc c'était sur une application pour apprendre un peu les maths, à compter, etc. Et donc en fait, pendant plusieurs semaines, ça buguait. Mon logiciel buguait, j'arrivais pas à résoudre mon problème. J'ai passé plusieurs nuits blanches. Voilà, j'ai pas beaucoup dormi pendant quelques jours, donc c'était un petit peu compliqué. Et je suis arrivé et il arrive, il joue, et au bout de 10 minutes, ça plante, tout plante, voilà. Donc là, en plus, j'avais pas dormi, donc j'étais pas bien du tout. Donc voilà, donc toute cette phase-là, voilà, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de stress, ça va pas marcher, etc. Bon, et puis après, j'ai réussi donc on a reporté, donc les 3 jours suivants, j'ai réussi à résoudre le problème, et après, l'expérience a roulé, c'est pour ouais, t'es très stressé, t'es à regarder tout, t'es très fatigué, donc très irascible aussi. D'accord. Je me suis surpris à pas être sympa avec des enfants. D'accord. À ce moment-là. Ok. Donc voilà, un enfant qui est un petit peu énervant, pas être patient du tout, à le renvoyer en classe, donc voilà, donc d'être vraiment, comme on dit, irascible, en tout cas. Okay. Voilà. Ce que je ne suis pas du tout d'habitude, quoi. Quand je suis dans mon état normal. Okay. D'ailleurs, j'ai appris énormément de choses au cours de ces différentes expériences sur comment on gère, en fait, quand on a, par exemple, des classes de 15. Et moi, un truc que j'ai appris, qui est génial, que je conseille à tout le monde, s'il y a des gens qui vous écoutent, si vous avez affaire à beaucoup d'enfants, c'est que s'ils font trop de bruit, vous vous mettez à chuchoter petit à petit, donc à diminuer vous-même le niveau sonore. Et en fait, ils se mettent à chuchoter tout seuls aussi. Alors ça marche, je pense que dans certains cas, si jamais de base, ils sont super excités, etc. Et en fait, ça marche super bien. Et j'ai vu une prof qui a fait ça, j'étais là dans la classe. Et là, elle parlait, et puis là, bon, ça commençait à s'agiter, et là, elle s'est mise à chuchoter petit à petit. Et le niveau sonore de la classe, il a fait... Je fais, wow, c'est quoi ce tour de magie? C'est très compliqué et gourmand parce que, en fait, on doit mettre en place un planning avec toutes les écoles, donc en fonction de quand est-ce que les classes peuvent le faire, etc. Donc reporter, c'est compliqué. Moi, sur toutes mes années, j'ai fait passer 1000 élèves, donc sur 3 sessions d'expérimentation, une session où j'en avais 600, qui est la dernière, qui était pour la dernière expérience de ma thèse. Celle d'avant, on en avait 400, je crois, un truc comme ça, en 2015. Donc voilà, donc ça là, ça fait à peu près 1000, et on en
J'en ai fait passer une plus petite avant. Alors la dernière s'est passée sur 4 mois, donc de mars à juin. Sur ces 4 mois-là, si en fait à un moment donné quelque chose se passe pas bien, ça peut vraiment pas faire perdre vraiment de données en fait. Tu parles d'école, tu parles de 1000 élèves. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des tablettes à toutes les écoles qui sont fournies? Est-ce que c'est des classes complètes qui viennent? J'imagine que c'est pas des entretiens individuels. C'est moi qui y vais. C'est toi qui y vas? C'est moi qui me balade, donc j'ai une énorme mallette dans laquelle il y a 30 tablettes. D'accord. J'ai 2 routeurs, okay. 2 ordinateurs. Okay. Donc pour la dernière expérimentation, en tout cas c'était comme ça, la première j'étais tout seul. Ouais. Mais à la dernière expérimentation, donc on était à chaque fois 2, ouais. donc on faisait 2 classes en parallèle. Donc on a un set de 30 tablettes, 2 routeurs Wi-Fi et 2 ordinateurs. Donc on fait tout tourner en local en fait, pour que on ne soit pas contraint par le réseau de l'école, qui sont pas forcément toujours bien. Et donc en fait on se balade au travers des X écoles. Je sais pas, en tout on a dû faire une vingtaine d'écoles. J'ai dû faire entre 20 et 30 écoles sur les 8 ans. Et donc voilà, les classes ensuite se jouent sur les tablettes qu'on amène. Okay. Donc aujourd'hui ça poserait des petits problèmes d'un point de vue Covid, hein, mais à l'époque en tout cas ça marche. Alors on n'avait pas trop de problèmes. Okay. Et voilà, on travaillait avec le rectorat en plus, enfin en tout cas sur les dernières expérimentations. Voilà. Parce qu'en fait on est avec eux. En fait c'est-à-dire que j'arrive dans la classe. Je prends un demi-groupe, mon collègue prend l'autre demi-groupe, on les emmène dans une classe, on les installe tous donc sur des tables séparées, avec une tablette devant eux. Donc les tablettes sont préprogrammées en fait, parce que le but est qu'on puisse, vu qu'on va revenir plusieurs fois en fait, l'idée c'est qu'il y a par exemple 4 sessions de travail, donc ils arrivent, ils se mettent devant les tablettes, ils jouent, donc enfin ils passent l'expérimentation. Quand l'expérimentation est finie, ils retournent en classe. Et donc les tablettes restent dans la salle où on est. Et en général, on fait en sorte de faire plusieurs classes en fait par demi-journée ou en tout cas par journée. Et donc ensuite, ce sont les élèves d'une autre classe qui vont venir travailler, sur lesquels on aura reprogrammé pour les nouveaux élèves, enfin qui puissent passer l'expérimentation. Donc il n'y a pas vraiment de possibilité de vol en fait. Okay. Et c'était avec des enfants de 7-8 ans. Donc, voilà. Comme je vous dis, il y en a un, je prends un coup, qui essaie de faire la blague, de repartir, mais c'était plus pour la blague, je pense, qu'autre chose, quoi. Un truc qui t'a énervé. C'est donc en lien avec le directeur de thèse. C'est-à-dire qu'en fait, il peut arriver que le directeur de thèse s'en aille pendant la thèse. Et donc la question est de comment est-ce qu'il fait ça. Et donc nous, par exemple, donc on a été plusieurs doctorants à l'avoir comme directeur de thèse. Et en fait, on a appris en réunion d'équipe 2 semaines avant qu'il s'en aille, notre directeur d'équipe, donc qui a été ensuite mon directeur de thèse, nous dit Manuel a quelque chose à annoncer. Et Manuel nous dit il s'en va. Ouais. Voilà. Il s'en va, il part à Lisbonne. Et donc nous on lui dit mais tu reviens quand? Bah jamais. Ouais. Voilà. Et donc il partait. Et il laissait, voilà, c'était ça, voilà, sans nous avoir rien dit. Donc d'un point de vue relationnel, c'est quand même très bizarre. Et c'est assez énervant, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est un des points qui m'a quand même pas mal énervé, qui nous a un peu même choqué, quoi, parce que ça se fait pas, quoi. Et en fait, ça arrive, ça peut arriver. Donc en fait, ça c'est quelque chose, déjà, la relation qu'on a avec son directeur de thèse est très importante quand on est en thèse. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a, enfin moi, qui m'a assez profondément énervé. Je trouve que c'est, surtout que ça faisait plusieurs années que je travaillais avec lui, en fait, parce qu'en fait, avant ma thèse, j'ai fait 2 ans d'ingénieur. Donc c'était au bout de 3 années de travail avec, et au bout de qui, enfin, il y a toujours un petit peu des fois des petits accrochages, des accords, etc. Mais on s'était toujours très bien entendu, et voilà. Et donc ça nous avait vraiment surpris, et moi ça m'avait profondément, déçu, en plus. Si on va sur la dernière émotion, donc émotion de tristesse, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attristé? Quand on n'a pas les résultats qu'on veut, quand on fait des expériences, et que bon, soit on n'a pas de résultats exploités, soit voilà, la fameuse question de la recherche et qu'on trouve pas, quoi. Ouais. Enfin, qu'on trouve pas ce qu'on veut, plus exactement, parce qu'on trouve toujours quelque chose. Mais voilà, et qu'on trouve pas ce qu'on espérait trouver, plus exactement. Okay. Et donc, oui, là, ça peut amener, ce qu'on dit souvent, en fait, c'est donc typiquement de pas avoir ce qu'on appelle des résultats significatifs. C'est-à-dire qu'on va comparer, par exemple, des élèves qui ont travaillé avec, moi, ma technologie, avec d'autres élèves qui n'ont pas travaillé avec ma technologie. Et donc le but est de voir, est-ce que ceux qui ont travaillé avec ma technologie ont mieux appris que ceux qui n'ont pas travaillé avec ma technologie. Et donc, s'il n'y a pas de différence significative, ça veut dire que, d'un point de vue statistique, on n'arrive pas à établir le lien causal entre une amélioration de l'apprentissage et ma techno, et ben c'est comme si, entre guillemets, j'avais rien fait, quoi.
À peu de choses près. Et donc même, j'ai déjà fait des expériences, d'expérimentation, et à la fin des plusieurs mois, tu fais ton analyse et c'est pas significatif. Donc t'as un peu rien, quoi, à publier, c'est pas ouf, et puis même, du coup, un truc sur lequel t'as bossé, en gros, ça fait plouf, quoi. Ouais. Voilà. Aïe. Donc, c'est le coup dur. Dans les chercheurs, je pense que c'est un des moments qui est plus difficile. Ok. Après, voilà, après, faut savoir, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est justement, pour la recherche, en fait, on entend toujours parler, des gens qui trouvent. C'est, nouvelle percée dans tel domaine, hein. Mais en fait, il y a une percée pour, entre guillemets, 10 gens qui trouvent pas, en fait. Et sauf que ces personnes qui trouvent pas, c'est quoi la ratio à peu près? Non, je dis ça. Oui, mais si. Alors aujourd'hui, tout le monde trouve. Ouais, tout le monde trouve. Oui, parce que aujourd'hui, il y a des obligations de publication, en fait. D'accord. Parce que les laboratoires sont soumis à ça pour avoir des financements. Ok. Donc c'est un énorme problème derrière de la recherche aujourd'hui. Ouais. Qui sont des obligations de résultat. Alors que ça va à l'encontre de l'idée et de ce pourquoi la recherche est faite, en fait. C'est normal de pas trouver en recherche. Justement, le but, c'est d'explorer, en fait. Et donc, quand on explore, c'est normal de pas trouver. Si on est sur, par exemple, la carte au trésor. Voilà, on a une carte, on n'a pas la petite croix sur la carte. Avant de le trouver, le trésor, va falloir chercher à plein d'endroits, avant de le trouver. Et c'est la même idée. D'accord. Et sauf qu'aujourd'hui, en fait, il y a ces courses à publication pour les laboratoires. Et donc, les gens vont publier sur des petits trucs, sur des machins, sur des interprétations. Et donc, en fait, aujourd'hui, entre guillemets, tout le monde trouve. Et après, tout le monde trouve pas le grand truc, la grande percée. Est-ce que tu es rémunéré pendant la préparation de ta soutenance? Alors, de base, oui. Dans le sens où, normalement, c'est compris dans les 3 ans de thèse. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu vas soutenir à la fin de tes 3 ans, en fait. Dans mon exemple, j'étais complètement rémunéré pendant l'ensemble quand j'étais présent au laboratoire. En fait. Et ce qui est le cas dans tous les laboratoires d'informatique, car c'est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent. Mais il y a énormément de domaines, en fait, dans lesquels il y a des thèses qui ne sont pas rémunérées. Et donc, c'est même pas une question d'être rémunéré pendant sa soutenance ou pas. C'est une question il y a des thèses qui sont pas du tout rémunérées. En histoire, par exemple, en histoire de l'art, en psychologie, voilà, donc tous les domaines, entre guillemets, un petit peu sciences molles, en sociologie, voilà, c'est des domaines où, en fait, la rémunération des thèses n'est pas du tout obligatoire. Souvent, ouais, ils vont avoir un travail à côté, ils vont faire des piges ou enseigner en fac, ce genre de choses, mais oui, ils vont avoir une autre source de revenus. Et c'est assez terrible. Déjà, ça veut dire qu'ils vont prendre beaucoup plus de temps pour faire leur thèse, ou en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Ils vont devoir travailler chez eux, voilà, le soir. Enfin, voilà. C'est beaucoup plus compliqué de faire des thèses dans les sciences molles que dans les sciences dures. Quels pourraient être, toi, les 2 conseils que tu donnerais pour les gens qui ont envie de faire un peu comme toi? D'abord, pour un étudiant, c'est quoi le conseil que tu aimerais donner? Bon, on va prendre le cas d'un étudiant qui aime bien le domaine d'études qu'il fait, donc qui aimerait être chercheur dans son domaine d'études, que ce soit en bio, en physique, etc. Donc s'il aime bien être chercheur, faut savoir que faut aimer donc lire, c'est important, et que faut aimer écrire aussi. Enfin, qu'il faut. C'est pas une nécessité, mais ça sera plus dur si on n'aime pas. Voilà, moi, je suis un exemple, l'écriture c'est difficile, et ça fait que, c'est parties du boulot qui sont un peu compliquées. C'est un travail où il faut être aussi assez patient. Parce que voilà, ça prend du temps, c'est des choses, voilà, c'est quand même, c'est pas des travails où on va gagner beaucoup d'argent non plus, c'est pas ça pour l'argent. Voilà, mais par contre c'est un travail qui est quand même plutôt passionnant, où on découvre des nouvelles choses, où il y a, alors de base là actuellement c'est pas trop le cas, mais normalement c'est un travail dans lequel on voyage, parce qu'en fait on va faire des conférences pour aller, discuter avec la communauté, voir les papiers qui sont publiés dans les conférences, faire pour soi-même des présentations. Donc là, tu décris beaucoup. Ce serait quoi, toi, le conseil que tu donnerais? Conseil à cette personne-là? De foncer, quoi, de s'intéresser à fond à son domaine, à ce qui l'intéresse. Ça, c'est très important, en fait, de se renseigner, de s'intéresser à fond, de savoir qu'est-ce qui est fait, d'imaginer, en fait. Qu'est-ce que t'aimerais découvrir, en fait. Sur tout ça, en fait. D'accord. Parce que plus tu vas vers ça, et plus tu vas tenter de vouloir découvrir des choses et imaginer qu'est-ce que tu veux découvrir. Et en s'intéressant du coup à ça, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui peut être découvert ou pas, et donc avancer. Et c'est comme ça que si à la fin de tes études, tu as vraiment envie de devenir chercheur, tu vas pouvoir trouver des laboratoires avec qui tu pourras discuter, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'un laboratoire, si tu arrives et que tu dis oui, je veux être chercheur, mais que t'as pas vraiment d'idée du sujet, que t'as pas vraiment, enfin voilà. T'as pas pris au sérieux, quoi. Alors, c'est pas que t'es pas pris au sérieux, c'est que c'est moins motivant, quoi. C'est-à-dire que faut être assez proactif. Enfin,
En fait, c'est quand même un travail qui est assez de passion, quoi. C'est-à-dire que ça peut, le métro boulot dodo, ça marche pas, enfin, ça va pas forcément être très bien vécu, quoi. Ça, faut quand même avoir l'envie, faut quand même un peu avoir la passion, quoi. C'est quand même, on n'est pas chercheur comme on est, je sais pas, manager d'une entreprise, quoi. C'est quand même pas le même genre de travail. Après, je dis pas qu'il faut pas être passionné pour être manager, hein, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais la recherche sur un domaine, c'est quand même voilà très dépendant du domaine qu'on veut faire. Moi, je considère que c'est un travail de base quand même où il faut être un peu passionné, il faut quand même avoir envie de créer des choses pour le bien commun, quoi. Hein, parce que moi, enfin, je considère quand même que c'est un des grands aspects quand même de la recherche publique, qui est que de base on œuvre pour le bien commun, on œuvre pour la connaissance, on œuvre pour le savoir, quoi. Donc, et alors, du coup, un conseil pour quelqu'un alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de s'intéresser à la recherche, mais qui a déjà un métier? Alors, contacter des laboratoires. C'est-à-dire qu'imagine, on prend un cas plus simple, un cas, entre guillemets, viable et faisable. Donc, tu travailles dans une entreprise. Regarde, par exemple, moi, admettons, j'ai envie, je me renseigne sur la recherche, sur des recherches sur la science cognitive, la compréhension, l'écoute. Ouais, l'écoute. Tu contactes des labos. Ouais. En ayant lu les travaux, évidemment. D'accord. Il faut lire les travaux des labos pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Donc, trouver un labo qui travaille sur des travaux qui t'intéressent. Okay. Et après, les contacter, pour leur dire, voilà, moi, je m'intéresse à ces travaux-là. J'ai vu que vous avez fait ça, ça, ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est une question qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais développer, par exemple, j'ai des hypothèses, des questionnements de recherche sur ces aspects-là, ces aspects-là, ces aspects-là. Est-ce que ça vous dirait qu'on travaille ensemble? D'accord. Simplement. Okay. Voilà. En fait, ça peut, in fine, entre guillemets, aboutir sur une thèse. Moi, par exemple, j'ai un collègue qui a fait ce qu'on appelle une thèse sur travaux. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de master, il n'a pas fait de thèse à proprement parler, mais il a travaillé en lien avec des labos pendant plusieurs années. Et en fait, il a pu publier sa thèse, soutenir sa thèse sur l'ensemble de ses travaux qu'il avait fait en partenariat, en fait, avec des laboratoires. Okay. Il était enseignant, d'ailleurs. C'est un enseignant, en fait, qui a travaillé beaucoup en lien avec des laboratoires, parce que, il était très intéressé pour faire tout ça. Et donc, au bout de, je sais pas, bon, après lui, c'était à 30 ans, quoi, mais ça peut être plus rapide pour des gens qui s'intéressent dedans, quoi. Okay. Mais voilà, faut pas hésiter à contacter des labos. Alors, par contre, voilà, encore une fois, faut pas contacter des labos de manière, entre guillemets, un peu vide, et sans s'être renseigné, et sans rien, parce que ça c'est ça que ça serait ignoré, quoi. Une démarche, quoi, derrière. Voilà, faut qu'il y ait une démarche. Après, oui, ça, par contre, se travailler avec des chercheurs, il y a plein de chercheurs qui sont très chauds. Si vous avez de l'argent, ils sont encore plus chauds, parce que c'est toujours le nœud de la guerre, hein. Ouais, et donc voilà. Écoute, je te remercie. Allez, salut tout le monde. Ciao. Au revoir.